Bonjour ici, salut là-bas et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne en mode confiné. Alors, je suis moi-même confiné à la maison en Seine-Saint-Denis. Alors, je suis pas tout seul, heureusement. Je suis avec ma femme qui est là. D'ailleurs, vous pouvez la découvrir, c'est elle qui filme l'émission aujourd'hui, ma petite fille de 5 ans. Et puis, grâce à ces écrans, je suis aussi avec vous et avec ma chère Sonia. Comment ça va, Sonia ? Salut Rafale, ça va bien? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi aussi, évidemment, je suis bien confinée à mon domicile, en région parisienne. J'ai été malade, mais ça va mieux. J'ai attrapé le coronavirus, même si j'ai pas été testée, puisque comme vous le savez, on a très peu de tests en France. Mais voilà, avec 4 enfants à la maison, un compagnon malade à son tour, ça a été bien sport, mais ça va mieux, tout va bien, tout le monde va bien autour de moi. Je mesure ma chance. Je regarde, j'ai même un petit balcon, hop là, pour prendre l'air quand j'en peux plus. Donc voilà, tout va bien. Et toi, de ton côté, Raph? On est sincèrement content que ça aille bien pour toi déjà, Sonia. Et puis, pour rien te cacher, ça a été aussi un peu l'hécatombe du côté de mes proches. On a perdu des oncles, on a perdu une grand-mère, une maman également. Et le plus dur, c'est de ne pas pouvoir être physiquement avec celles et ceux qu'on aime pour les aider à traverser ces épreuves. D'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous avez vécu tout ça. D'ailleurs, on attend vos témoignages, vos histoires avec le hashtag FlashTalk sur les réseaux sociaux, puisque FlashTalk, évidemment, c'est toujours votre émission de débat et de discussion. Je vois déjà le sourire de celui qui nous accompagne cette semaine, notre cartooniste, c'est Mikaya. Comment ça va, mon Mikaya ? Bonjour Rafale, bonjour à tous, bonjour Sonia. Écoutez, je suis comme tout le monde confiné et puis j'attends ma liberté conditionnelle avec impatience. Oui, on attend tous cette liberté. Et d'ici là, on vous propose de se retrouver chaque semaine jusqu'à la fin du confinement pour une série d'émissions spéciales, donc Flash Talk, où on va s'interroger sur le monde d'après, à quoi est-ce qu'il va ressembler ce monde d'après. Et tiens, par exemple, est-ce que la santé des Français deviendra la première, ou en tout cas l'une des toutes premières préoccupations de nos gouvernants? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec vous, Flash Talk. C'est encore, toujours et plus que jamais, sans doute, votre émission. Et avant de retrouver nos experts, nos témoins, on avait envie de vous donner la parole ici en visio. On n'a évidemment pas pu faire un micro-trottoir, du coup, on a fait un micro-balcon et on vous a posé cette question. Faites-vous confiance en nos dirigeants, nos dirigeantes, notre gouvernement pour gérer cette crise sanitaire? Écoutez ce que vous avez dit. Est-ce que je fais encore confiance au gouvernement pour gérer la crise ? Je dirais que je suis partagé. D'un côté, je pense qu'il y a eu des bonnes prises de décision au bon moment, notamment tout ce qui était confinement, et donc on voit dans les chiffres actuellement qu'on est moins pire que certains pays, comme par exemple le Royaume-Uni. Mais d'un autre côté, il y a eu clairement un manque de préparation sur la disponibilité des équipements de protection, des tests, et finalement, on paye de ces erreurs, nous, la population, sur la durée du confinement, sur le fait qu'on va rester plus longtemps que d'autres pays, par exemple, qui étaient mieux préparés sur ces sujets-là. Quand j'écoute les prises de parole de notre gouvernement, ils cherchent uniquement à justifier leurs erreurs, leurs mensonges, et ils ont semé une confusion en début de crise qui a empêché la bonne compréhension de la situation de la part des Français. Par contre, ils distribuent énormément d'amendes, plus d'amendes que de masques, et on retrouve là bien notre gouvernement qui nous prépare déjà à plus d'austérité, austérité qui nous a menés à la situation qu'on connaît aujourd'hui avec des hôpitaux sans moyens, sans masques et sans tests. Nous avons en France un système de santé exceptionnel, avec de la solidarité et une protection sociale pour tous les Français. Et j'y tiens. Et croyez-moi, il fait bon être français. Je vous dis à bientôt et restez chez vous. L'État a clairement mis en danger le système hospitalier depuis des années, depuis même des décennies. C'est les différentes politiques gouvernementales qui nous ont mis dans cette situation. On verra demain si finalement ils arrivent à tirer une opportunité de cette crise, à sauver ce système, à le remettre en marche, à développer les investissements à plus long terme. Donc on verra demain si on peut leur faire confiance.
Je pense que l'État fait ce qu'il peut pour s'occuper de la santé des citoyens, mais on ne peut pas tout lui demander. Moi, je lui fais personnellement confiance et je crois que chacun doit se prendre en main pour assurer le mieux possible sa santé et celle de ceux qu'il aime. Je pense qu'on n'a pas du tout géré, que le gouvernement n'a pas su communiquer les informations qu'il fallait au début et qu'il y a eu du coup un retour de bâton avec de nombreux morts. Malheureusement aujourd'hui, le personnel soignant qui se bat chaque jour doit choisir en fait qui peut survivre et qui doit survivre. Et je trouve que c'est un choix que l'on n'a même pas à faire et que tout le monde normalement aurait dû avoir accès aux soins. Je trouve que c'est particulièrement ironique que le gouvernement érige en héros du personnel soignant, étant donné que ce sont leurs décisions et leurs manquements qui ont rendu leurs conditions de travail invivables et qui ont fait de leur héroïsme une qualité indispensable pour traverser cette crise. Alors, quelles conséquences aura cette crise sur l'avenir de notre système de santé? Nous allons en débattre aujourd'hui avec nos experts. Géraldine Falgaronne, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de rhumatologie à l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, département très durement touché par cette épidémie. Bonjour à Yasmina Ketal qui est là également avec nous. Yasmina, vous êtes infirmière aux urgences de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis également. Vous êtes également membre du collectif Inter-Urgence. On salue également Audrey Dufeu-Schubert qui est avec nous également, députée La République En Marche de Loire-Atlantique, commissaire aux affaires sociales de l'Assemblée. Vous êtes également ancienne infirmière et directrice d'un établissement de santé. Nous sommes également avec Ferdi Louisy depuis la Guadeloupe. Vous êtes le maire de la commune de Goyave. Monsieur Louisy, bonjour. Et je salue enfin Pierre-André Juven qui est sociologue. Bonjour à vous également. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et co-auteur de La casse du siècle, une analyse des politiques hospitalières depuis 30 ans dans notre pays. Évidemment, pour celles et ceux qui connaissent bien l'émission Flash Talk, normalement, on est entouré d'une centaine de personnes du public qui peut s'arrêter puisqu'on tourne en place publique. Bon, bah là, aujourd'hui, en visioconférence, on a demandé à 3 témoins, 3 citoyennes et citoyens de venir nous rejoindre pour cette discussion, pour ce débat. Et je vous les présente, vous les découvrez à l'image. Il y a Stéphanie, confinée avec des jumeaux de 16 ans et son compagnon. Des jumeaux, j'imagine que c'est compliqué aussi. Je vois qu'il y a Dieudonné qui est avec nous et Mariam également. Je vous pose la même question à tous les 3, chers amis du public. J'allais dire, comment est-ce que vous vivez votre confinement? Où est-ce que vous êtes confinés? Et puis évidemment, la question qu'on a posée aussi lors de notre micro-balcon, est-ce que vous faites confiance en notre gouvernement pour gérer cette crise sanitaire? Allez, on commence avec Stéphanie. Concernant la première question, j'avoue que ça se passe bien. Enfin, mon confinement se passe relativement bien. Je suis dans des très bonnes conditions. J'habite dans une maison avec un jardin. Et mes 2 grands ados sont relativement sages, donc ça se passe bien. En ce qui concerne la gestion de la crise par le gouvernement, je pense que ça aurait pu être un peu mieux, même si je considère que c'est pas si simple que ça de gérer une crise d'une telle ampleur et si soudaine et aussi complexe. Après, il y a certaines choses qui ne m'ont pas plu, comme le fait de mentir sur l'état des stocks de masques et de matériel, au lieu de nous dire clairement qu'en fait on n'en avait pas. Voilà, et je suis un peu inquiète sur la gestion de la crise après le Covid-19, la façon dont tout ça va être pris en charge. Est-ce que réellement on va changer un petit peu de braquet au niveau des politiques publiques qui vont être mises en œuvre, notamment pour l'hôpital, et puis pour le sanitaire, la recherche fondamentale, parce que ça a beaucoup pêché en fait, ces dernières années. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup lié à ça si on se retrouve dans une telle situation. Voilà. Justement, on va parler de l'après dans cette émission. C'est la thématique de notre Flash Talk aujourd'hui. Je vais passer la parole à Mariam. Mariam, où est-ce que tu es confinée, toi? Et je te poserai évidemment la même question sur la confiance. Alors, moi, je suis confinée à Courdimanche. Alors, on se partage la maison parce que je suis confinée avec mes parents qui ont 84 et 65 ans, donc à l'étage. Et puis, on est en bas avec ma petite fille de 17 mois. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que la gestion entre les personnes âgées et puis un bébé de 16 mois. Donc, on se partage la maison.
il n'y a pas de problématique. On a un jardin également. Donc, je pense aux personnes qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas d'espace extérieur, qui sont dans des logements HLM ou pas, et c'est encore plus compliqué. En termes de confiance à l'égard de l'exécutif, je pense que c'est une situation sanitaire inédite mondiale et le gouvernement fait au mieux avec ce qu'il a comme information, parce que il faut rappeler que le virus, on ne le connaît pas, on ne le connaissait pas, et donc du coup, que ce soit les Chinois, les Allemands, mais aussi les États africains, mais même aux États-Unis, on est dans l'inconnu face aux réponses. Voilà. Et vous, Dieudonné, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous êtes confiné depuis le début et quel regard vous portez sur l'action du gouvernement? Est-ce que vous lui faites confiance, vous? Écoutez, moi je vis au ralenti. Je suis au 10e arrondissement de Paris avec ma compagne. Tous mes gestes et mes actions sont très lents parce que les journées sont assez longues quand même, contrairement à Stéphanie qui est un beau jardin. Nous, on n'a pas. Ça veut dire quoi de lui donner que tu fais le plus lentement possible pour prendre tout ton temps et que la journée passe plus vite? Oui, tu es dans le même périmètre, voilà, tu tournes, même si, quel que soit ton degré d'imagination, la routine fait en sorte que tu commences à avoir des gestes assez lents en sachant que tu as tout le temps pour le faire. Donc, tu n'y vas nulle part, donc tu as tout le temps. Tu as tout le temps. Mais j'ai réussi tout de même à m'adapter et Dieu merci, tout se passe bien jusqu'à présent. Et sur la confiance, alors, Dieudonné, la confiance en l'exécutif? Moi, je pense qu'il y avait deux paramètres dans cette crise, le paramètre anticipation et gestion. Pour moi, à partir du moment où l'État français n'a pas anticipé comme l'Allemagne, par exemple, la seule solution qui restait à l'État français, c'était de gérer la crise au jour le jour, comme c'est le cas. Et je ne vois pas en quoi on ne peut pas soutenir ce que le gouvernement fait, parce que aucun système de santé au monde ne peut être préparé à gérer une épidémie, parce qu'aujourd'hui, vous voyez comment les États-Unis, même la plus grande puissance du monde, en quelques jours, sont complètement décimés par cette épidémie. Dans la France, s'en sort mieux de mon point de vue, et on ne peut pas faire de la polémique tout le temps. En temps de crise, on ne va pas dire le gouvernement ne nous dit pas la vérité, ne fait pas ceci, mais on ne peut que s'adapter et leur faire confiance. Merci pour vos points de vue, chers citoyens et citoyennes. Restez avec nous évidemment tout au long de l'émission. On va retrouver avec Sonia nos experts dans quelques instants. Mais d'abord, le Data Flash, ce débat en chiffres grâce à Juliette Jean. Au 15 avril 2020, la France compte 17 167 morts du Covid-19. Un nombre qui aurait pu atteindre des centaines de milliers si le confinement n'avait pas été mis en place, selon le comité scientifique qui conseille les autorités françaises. Face à cette crise sanitaire d'une ampleur inédite, le gouvernement a annoncé une enveloppe budgétaire de 8 milliards d'euros pour la santé publique. Financement du matériel médical, revalorisation des salaires et primes pour les personnels soignants. Mais des citoyens, associations, médecins dénoncent une mauvaise gestion de la crise par l'exécutif, notamment le manque de masques pour se protéger au début de l'épidémie. Serait-ce une des causes de la contamination d'au moins 6 000 soignants et de la mort d'une quinzaine d'entre eux? À ce jour, 28 plaintes mettant en cause des membres du gouvernement sont déposées devant la Cour de justice de la République. Elle a pour mission de juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. De nombreuses voix rappellent par ailleurs le démantèlement de l'hôpital public depuis des décennies. En 20 ans, 100 000 lits et 95 services d'urgence ont été supprimés, ainsi que 3 500 postes en 4 ans. Alors, quel système de santé pour demain ? Alors, quel système de santé pour demain? On va en parler avec nos experts qui sont là avec nous aujourd'hui également. Et on commence avec vous, Yasmina Kettal. Je le disais tout à l'heure, vous êtes donc infirmière aux urgences de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis, membre également du collectif Inter-Urgence. J'aimerais d'abord vous entendre, Yasmina, sur ce que disait Dieudonné à l'instant. Il disait... Finalement, aucun système au monde ne peut se préparer à une telle épidémie et les autres pays, finalement, font pas vraiment beaucoup mieux que nous. Est-ce que vous comprenez ce point de vue? Est-ce que vous le partagez? Effectivement, c'est une crise sanitaire mondiale exceptionnelle pour les professionnels de santé. C'est un peu une évidence que ça allait être compliqué à gérer et difficile de toute façon. Après, la particularité, c'est que effectivement, il y a des choses qui ne peuvent pas
anticipé, mais il y a un certain nombre d'éléments, notamment qui sont provenus de l'expérience italienne, au tout début de l'expérience italienne, qui auraient pu et qui auraient dû nous alerter sur un certain nombre de choses, notamment sur nos capacités de lits de réanimation, nos capacités à pouvoir équiper les gens correctement. Il y a aussi tout un tas de politiques différentes, que ce soit sur les tests, que ce soit sur les dépistages. Enfin voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles les pays n'ont pas du tout les mêmes avancées, ne sont pas partis du tout avec les mêmes bagages. De partir avec pas de stock stratégique de masques FFP2 pour un pays comme la France, c'était sûr que c'était un handicap qui allait être gênant et qui continue d'être gênant à l'heure actuelle. Emmanuel Macron disait que voilà, on avait réussi à prendre en charge tout le monde, ce qui est pas totalement exact quand on voit ce qui s'est passé dans l'Est, quand on voit ce qui s'est passé dans mon département, ce qu'on a vécu au quotidien en Seine-Saint-Denis. On voit bien que c'était en deçà des standards qui auraient pu être les nôtres. La Seine-Saint-Denis qui a été très durement touchée par cette épidémie. On l'a dit, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots quelle est la situation aujourd'hui dans l'hôpital où vous travaillez, Yasmina ? Alors, à l'heure actuelle, ça s'est un tout petit peu tassé dans les services d'urgence, le mien par exemple, où on n'a plus un afflux massif comme on a pu connaître il y a quelques semaines, où véritablement on a été dépassé par le nombre de personnes et nos capacités en fait d'accueil, puisque on a eu énormément de patients arrivant dans des états extrêmement graves et qui nécessitaient des places en réanimation, des respirateurs, des actes invasifs importants, et on était, alors qu'on avait anticipé en ouvrant un certain nombre de lits de réanimation supplémentaires, on a été largement dépassé et on s'est retrouvé dans des difficultés qui ont été énormes et qui nous interrogent beaucoup maintenant sur le sens de notre action à ce moment-là. Yasmina, vous restez avec nous. On va écouter un de vos collègues qui est infirmier, qui est sur une autre ligne. On va l'entendre, une ligne assez différente. Écoutons-le et puis vous réagirez après. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le moment de critiquer particulièrement les différentes actions du gouvernement. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est en train de traverser une crise sanitaire sans précédent et que du coup ce n'est pas en politisant cette crise qu'on va pouvoir avancer. Effectivement, je pense qu'on aura tout le temps après la crise de trouver des solutions et tirer les leçons de ce qui s'est passé pendant cette épidémie de Covid-19. Je pense qu'il y a différentes choses aussi, c'est que nos métiers de la santé sont peu attractifs. On est peu payé, on fait des horaires la nuit, on travaille le week-end, et ça c'est des choses qui n'intéressent pas forcément les gens dans cette société qui a beaucoup évolué maintenant, où les gens ont envie plutôt d'avoir un travail alimentaire plutôt qu'un travail passion ou ce genre de choses. Et je pense que aussi un autre problème, c'est que les gens s'imaginent que le système de santé est gratuit. Donc ils vont aux urgences, ils vont à l'hôpital, ils vont chez le médecin pour presque rien, en se disant que de toute façon ce n'est pas grave, ça ne coûte rien. Non, ça ne coûte pas rien, on a un système de santé qui coûte énormément d'argent, aller à l'hôpital ça coûte très cher, et je pense qu'on a un petit peu déresponsabilisé les gens et les citoyens vis-à-vis de ce genre de problème, et en essayant je pense qu'il faudrait leur donner la pleine mesure du coût de notre système de santé, du coût des soins, du coût d'un médecin, tout ce genre de choses, pour que justement ils puissent se rendre compte que non, ce n'est pas gratuit. Je vois nos citoyens, nos citoyennes aussi qui ont envie de réagir. Je pose la question à Stéphanie. Vous avez aussi entendu les propos de Simon. Vous avez compris, vous, en tant que Française, que l'hôpital, c'est pas gratuit, hein ? Oui, c'est vrai, c'est pas gratuit, car on paye dans nos impôts. Non, tout à fait, oui, c'est pas gratuit, mais je pense, oui, j'ai entendu ce qu'il disait, et moi, ce que j'ai l'impression aussi, mais ça, c'est ce gouvernement, mais c'est aussi les gouvernements précédents, la gestion des hôpitaux depuis 30 ans est absolument catastrophique, et du coup, cette rentabilité à tout prix qu'on demande aux hôpitaux fait qu'au bout d'un moment, le nombre de masques et le nombre de matériel, je disais ça ce matin, et bien là, il a été décidé il y a quelques années que c'était terminé, on avait moins de masques. Voilà, on diminuait le nombre de masques, on diminuait le nombre de blouses, parce que, à raison, je suppose, pour la rentabilité, c'est trop cher. Donc, voilà, je trouve ça grave. Franchement, ça me fait pleurer, quoi. Je trouve ça extrêmement triste, quoi.
Voilà. Merci Stéphanie de suivre l'émission avec nous. Justement, on parle de l'hôpital, on va y retourner à l'hôpital avec Géraldine Falgaron, qui est dans son bureau, justement, professeure de rhumatologie, on l'a dit, très impliquée depuis le début de la crise dans la réorganisation des soins à l'hôpital Avicenne, c'est en Seine-Saint-Denis. Vous, comment ça se passe dans votre hôpital? Et si vous avez envie aussi de réagir à ce qui se dit, n'hésitez pas. Comment ça se passe? Jusqu'à il y a 2-3 jours, on est devenu par force un hôpital 100% Covid. On a doublé les lits de réanimation. On a progressivement annulé tout ce qui n'était pas Covid. Je vous entendais dire, il y a eu une impréparation, madame, vous avez raison, mais qui pouvait prédire cette crise? Il y a encore 2-3 mois, on voyait une sorte de grippe inhabituelle, peut-être, on n'était pas très sûr, venir de très loin. Et puis il y a 6 semaines, on a pris de plein fouet. Et même il y a 6 semaines, avec une prise de conscience des collègues qui était très variable. Et cette prise de conscience n'a pas été immédiate par tous les collègues. Donc je voudrais aussi faire, non pas un mea culpa, mais dire que c'était très difficile d'anticiper. Ensuite, comment on va gérer à la fois les malades Covid et puis tous nos anciens mais actuels et futurs patients. Moi, je suis des maladies chroniques qui normalement n'ont rien à voir avec ce virus et qui d'ailleurs n'étaient peut-être pas spécialement à risque. Donc, quand on dit que les malades qui ont des maladies chroniques doivent rester chez eux, c'est évidemment vrai. Mais dans quelle mesure? Est-ce qu'on pourra reprendre les soins? Comment? On ne sait pas encore. Et on est en train d'organiser l'après. Organiser, c'est un bien grand mot. Parce que on improvise en fait. On improvise pour essayer au mieux de continuer à prendre en charge les patients Covid qui en ont besoin et de à nouveau pouvoir accepter les autres si tant est qu'on puisse faire une différence. Puisque comme vous avez bien compris, il y aura parmi tous nos patients qui attendaient sagement à la maison un bon nombre qui seront porteurs plus ou moins sains, plus ou moins symptomatiques. Et c'est difficile de prévoir et cette transition vers une phase où on aura à la fois du Covid et pas du Covid, c'est ce qui nous inquiète le plus en ce moment. Géraldine Falgaron, vous avez entendu il y a quelques instants que cette crise était aussi la conséquence des 30 dernières années d'austérité appliquées à l'hôpital. Est-ce que vous partagez ce constat ? Je peux partager l'analyse, mais pas forcément le constat dans son entièreté. Si on peut avoir le temps d'une analyse un peu plus nuancée, j'ai vu comme Yasmina les manques de moyens, j'ai vu le manque de matériel et d'ailleurs à titre personnel, je me suis engagée tout de suite dans cette bataille parce que j'avais l'intuition qu'il valait mieux s'engager vite dans les secteurs les plus difficiles parce que là au moins il y avait du matériel, je la vois hocher au pied du chef. En ce qui concerne le manque de moyens, c'est une réalité, mais moi ce qui me choque le plus et ce que j'aimerais qu'on puisse travailler dans l'avenir, c'est la plasticité du système de soins, parce qu'on a vu beaucoup de solidarité en Seine-Saint-Denis avec des soignants venus de la France entière, de Toulouse, de Nancy, de Bordeaux, du Grand Ouest. La solidarité dans la région même Île-de-France était moins évidente. Si on prend l'exemple du Covid-19, les patients qui sont à risque sont des patients âgés, mais aussi des plus jeunes qui ont des comorbidités liées à l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Et là, on fait rentrer une autre discipline, une ou plusieurs autres disciplines. Et cette prise en charge pluridisciplinaire, vous avez évoqué l'avenir de notre système de santé. Pour moi, ça doit être la transdisciplinarité et je voudrais faire écho avec ce qui a été dit aussi, de pouvoir avoir des financements de la recherche en transdisciplinarité et ça, c'est encore beaucoup trop timide. Mais on va pouvoir, Géraldine, poser la question des financements dans quelques instants, puisqu'on a une élue de la République qui est là et qui pourra sûrement nous en parler. Audrey Dufeu-Schubert, qui est députée La République En Marche de Loire-Atlantique, vous-même ancienne infirmière et directrice d'un établissement de santé, je le rappelle. Bonjour. Oui, j'ai bien entendu les interventions des uns et des autres. En fait, ce que moi je pense, c'est que cette crise du Covid, cette crise du corona, elle met en exergue, elle met en avant toutes les zones blanches, toutes les difficultés que notre société pouvait ressentir auparavant. Alors, ça vaut pour l'hôpital, mais ça vaut aussi pour le secteur médico-social, pour le secteur de ville. C'est une crise sanitaire, mais qui, par cette crise sanitaire, met en avant plein de difficultés qui ne touchent pas qu'au monde hospitalier.
Sur la question des financements, bien évidemment, après, ça sera dans la gestion d'après-crise. Cette crise, elle va révéler nos priorités, sur quoi nous pensons que le socle essentiel de notre pacte républicain, de notre solidarité nationale, sur quoi ça repose. Et je crois que les financements, on devra effectivement les réajuster dans les mois qui vont suivre. En tout cas, ce que je souhaiterais souligner, c'est que il y a eu là des renforcements majeurs en soutien de l'hôpital public, mais aussi du secteur de ville. Il y a eu des fonds de solidarité, de développer, d'accompagnement aussi des entreprises, puisqu'il y a aussi, à côté de la crise sanitaire, il y a une crise économique. Et je crois que le gouvernement, la France est au rendez-vous pour accompagner et soutenir les citoyens. C'est ça, Audrey Dufeu-Schubert, que vous nous dites que le gouvernement gère bien la crise actuellement? Elle est à la hauteur? Cette crise, elle n'était pas prévisible. Donc, quand j'entendais tout à l'heure, oui, elle n'a pas été anticipée, oui, parce que c'est une crise, et effectivement, ça fait 100 ans que nous n'avons pas vécu d'épidémie comme celle-ci. Donc, l'anticipation, même si on peut se préparer, l'anticipation, on ne peut jamais maîtriser à 100%, même si on voudrait. Pardon, Audrey, Madame la députée, je donne un exemple, mais des précédents ministres de la Santé disent « mais nous, à notre époque, on avait mieux géré les stocks de masques, par exemple ». Alors, je crois que sur la polémique du matériel, je ne reviendrai pas en détail. Je crois que l'essentiel, c'est que les soignants, les professionnels de santé, du secteur sanitaire, du domicile, comme on dit, les premières, secondes, troisième ligne et du matériel pour pouvoir se protéger. Je crois que l'urgence, elle est là et viendra dans un second temps le contrôle. Vous me posiez la question sur la confiance du gouvernement. Vous savez que les parlementaires, on a aussi un rôle de contrôle. On a ce rôle-là et on le renforcera plus là en gestion d'après-crise pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'effectivement on ait pu manquer de masques et de protection comme nous l'avons vécu ces derniers temps. Alors, vous restez avec nous, hein, Madame la députée, évidemment. Vous n'hésitez pas à réagir. Si vous le souhaitez, je voudrais qu'on entende… Moi, je voulais réagir. Hein. Rapidement, s'il vous plaît, parce que je voudrais qu'on entende aussi notre sociologue qui est là, qui n'a pas encore… Très rapidement, si vous voulez… La question que Raphaël a posée, c'était quel système de santé pour demain? Avant que la crise n'arrive, l'hôpital en France était déjà fragilisé en termes d'effectifs, en termes de moyens. Aujourd'hui, ces failles et cette fragilité-là est révélée avec la crise. Maintenant, pour le futur, on ne peut que tirer les leçons du fait qu'il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner les moyens aux exécutifs pour mieux s'équiper et gérer le quotidien? On va garder un petit temps, si vous le voulez bien, à la fin de notre discussion, où on va davantage se projeter sur ce système de santé du futur. Je voudrais avoir le regard donc de notre sociologue qui est là avec nous également aujourd'hui. Merci pour votre patience, Pierre-André Juven. Vous êtes donc sociologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste des politiques de santé, auteur de La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public aux éditions Raison d'agir. Un ouvrage, alors j'ai vu, je le précise, que vous avez mis à disposition gratuitement, hein, c'est ça, sur Internet depuis le début de la crise. Pierre-André Juven, votre regard là-dessus, sur ce débat, est-ce que cette crise, elle était prévisible? Est-ce qu'on aurait pu mieux l'anticiper ou alors est-ce que c'était impossible? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, l'ampleur de la crise était évidemment difficile à appréhender et à anticiper. La crise en tant que telle, dire qu'on ne pouvait pas la prévoir, c'est quand même fort de café. En 20 ans, on a déjà eu au début des années 2000 un coronavirus, au début des années 2010 un autre coronavirus, c'est le troisième. Donc dire qu'une crise sanitaire et qu'une pandémie mondiale n'était pas envisageable, c'est assez difficile à entendre. C'est encore plus difficile à entendre qu'on sait que les conditions écologiques, que l'accélération de la circulation des biens, des personnes va conduire de plus en plus les sociétés à être confrontées à ce genre de phénomène. Donc historiquement, les historiens de la santé et des sciences ont aussi alerté ces derniers temps sur la survenue de pandémies de ce type-là. Historiquement, c'était évident qu'on allait connaître un épisode comme celui-ci. On aura l'occasion d'y revenir, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis 20 ans, pour ne pas remonter trop loin, on a une logique qui prévaut à l'hôpital public, qui est une logique d'optimisation. Cette logique d'optimisation, elle a vocation à dire que les hôpitaux, pour être considérés comme performants,
par les régulateurs, et ce gouvernement en fait partie, pour être considérés comme performants, doivent tourner à plein en permanence, comme un train qui ne doit jamais circuler à vide, mais qui doit être surbooké en permanence. C'est ce qui fait qu'on a eu, depuis 20 ans, l'imposition de critères de performance comme la durée moyenne de séjour ou comme le taux d'occupation des lits, qui sont les critères à l'aune desquels les établissements sont jugés ou non performants. Si on ajoute à ça la contraction des moyens financiers, non pas la baisse des moyens financiers parce qu'ils augmentent annuellement, mais à un rythme qui est bien en deçà de ce qu'il devrait être, on se retrouve avec des hôpitaux qui, et on va y revenir, paradoxalement, aujourd'hui, en plein dans la crise, arrivent à peu près à tenir, voire pour certains sont en sous-activité, mais dans 1 mois, dans 2 mois, vont littéralement exploser. Pierre-André, restez bien avec nous. Merci pour ce point d'étape. Évidemment, l'émission continue, le débat continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk et puis aussi en dessin grâce à notre cartooniste cette semaine qui est Mikaya. Mikaya, premier dessin, s'il te plaît. Oui, Raphaël, on voit qu'il y a de nombreuses questions qui se posent et entre autres une question sur la gestion de la crise sanitaire et finalement on pourrait la résumer à quelque chose comme mais comment est-on passé de En Marche à En Masque? On posera peut-être la question à notre député dans quelques instants. Un second dessin. Oui, un second dessin. On a évoqué avec nos participants ce que sera peut-être l'après-Covid, le fait aussi de savoir est-ce que le gouvernement va prendre la santé comme une priorité. Alors à ces questions assez fortes, j'imagine un couple derrière qui est en train de s'engueuler à ce propos, qui dit « je te dis que oui, je te dis que non », et le gamin qui dit « quelle folie de parler politique en plein confinement ». Peut-être que ça vous arrive chez vous aussi, vous qui nous regardez. Si vous ne savez pas ce qui se passe, vous reconnaissez Sonia et moi-même, oui, c'est bien l'émission Flash Talk. D'habitude, elle est en public, d'habitude, elle est en place publique et c'est une centaine d'entre vous qui prenez la parole, j'allais presque dire en live. Et bien là, on est en mode confiné, évidemment, et on a la chance d'avoir des experts, des expertes et aussi quelques citoyens et citoyennes qui nous ont rejoints pour ce débat sur la question d'après et le système de santé, l'hôpital, demain. Qu'en sera-t-il après la crise, Sonia? Et la situation est particulièrement préoccupante dans les Outre-mer. Le conseil scientifique qui a été mis en place par le gouvernement dans cette crise a dit craindre une aggravation de la situation dans les semaines qui viennent. Ferdi Louisi est avec nous depuis la Guadeloupe. Vous êtes le maire de la ville de Goyave, 7000 habitants environ donc en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots, monsieur le maire, quelle est la situation aujourd'hui à Goyave et plus généralement en Guadeloupe, dont on sait que la situation sanitaire est déjà compliquée. Là aussi, on se souvient de l'incendie qui avait frappé le CHU de Pointe-à-Pitre il y a 2 ans et demi maintenant. Absolument, bonjour à tous. Oui, nous sommes dans une situation particulièrement difficile en Guadeloupe. D'abord parce qu'on n'a pas de structure hospitalière et ça me permet de rebondir pour dire qu'on se vante en France d'avoir un bon système de protection sociale, mais on n'a pas un bon système de santé. Aujourd'hui, on n'a pas d'hôpital en Guadeloupe. Il y a eu un incendie, il y a un hôpital qui est en cours de construction. La première mesure d'urgence que j'attendais du président de la République, c'est qu'il dise que par rapport au Covid-19, comme ça s'est fait en Chine, on construise une structure hospitalière de toute urgence en 6 mois pour permettre de traiter à part la situation des gens qui sont affectés par le Covid-19. Et je voudrais dénoncer cela et vous dire que ce qui nous pose problème en Guadeloupe particulièrement, c'est le manque de matériel. Dès le 28 février, au niveau de la commune de Goyave, on a mis en place un certain nombre de mesures parce qu'on a vu venir cette crise à partir du 28 février 2020 en disant on met en place des mesures de protection dans les établissements scolaires. J'ai eu en tant que maire à prendre la décision de passer des commandes très tôt, dès la fin du mois de février, pour disposer d'un stock de matériel, que ce soit les masques, les équipements de protection individuelle pour le personnel, les produits hydroalcooliques. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver? C'est qu'il y a eu un blocage au niveau des services de l'État qui ont dit de ne pas livrer les collectivités locales. Et donc, les stocks qu'on devait reconstituer n'ont pas été parce que toutes nos commandes ont été bloquées. Monsieur le maire, s'il vous plaît, on va se parler vrai. Est-ce que vous avez l'impression d'être abandonné par l'État français? L'impression que j'ai, c'est qu'on doit se débrouiller par soi-même. Et c'est ce que nous faisons.
en termes de solidarité, en termes de soutien, mais pour régler pas mal de choses, excusez-moi, je le dis avec une émotion parce que je vois que politiquement, on refait des erreurs en voulant gérer une crise. Oui, on est dans l'urgence, mais nous ne sommes pas dépassés. Nous, les maires, nous sommes conscients d'une chose, c'est qu'il y a des incohérences, des insuffisances, certes, mais il y a aussi des incohérences. S'il n'y a pas de proximité en termes de santé, comment voulez-vous qu'on fasse? Moi, on me dit, au niveau des services est-ce que c'est une situation nouvelle pour vous, ces problèmes de santé, ou ça dure déjà depuis quelques années, voire quelques décennies? Je vous ai dit, ça fait des décennies. La première des choses qu'on avait en termes de proximité, rappelez-vous, ce sont les dispensaires qui joueraient un véritable rôle de protection, à la fois sur le plan infantile, mais aussi sur les personnes qui étaient dans des situations sociales difficiles. Ces dispensaires joueraient un rôle. Aujourd'hui, on en est où de cette médecine, de cette santé, de ce système de santé de proximité? Tout a été chamboulé, tout a été disloqué et on en paye les conséquences. Parce que la pandémie, ou l'épidémie, si on peut l'exprimer ainsi, elle doit être gérée en proximité. Aujourd'hui, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on puisse dire oui, on revoit dans l'urgence le système de rémunération des infirmières. Qu'est-ce qui empêchait de donner au personnel soignant aujourd'hui 500 € de plus sur leur salaire pour qu'ils soient motivés, pour qu'on le reconnaisse? Il ne suffit pas de donner des applaudissements. Au niveau de la commune de Goyave, nous avons mis en place un plan de gestion Covid qui prévoit la solidarité, le fonctionnement des services essentiels de l'État, mais particulièrement la solidarité. Nous livrons à des personnes qui sont dans le besoin chaque semaine des produits alimentaires en termes de solidarité, prise en charge par notre centre communal d'action sociale, avec une protection pour le personnel pour éviter qu'il ne soit exposé. Nous faisons tout et nous n'avons pas reçu un centime. Monsieur le maire, puisqu'on est dans les Outre-mer, on va y rester avec la situation de Mayotte qui inquiète terriblement, un territoire sous-équipé médicalement. 84% de la population, je le rappelle, vit sous le seuil de la pauvreté. On va écouter le témoignage de Solène Dia. Elle est chargée de projet pour la CIMAD, Association d'aide aux étrangers. Elle est donc à Mayotte. Il existe en France des villages où des enfants n'ont même pas un repas par jour, où 30% de la population n'a pas accès à l'eau. Un territoire considéré comme un réel désert médical. Ce territoire, c'est le département de Mayotte. La crise du Covid-19 ne fait que mettre en exergue les difficultés déjà présentes du territoire, qu'elles soient sociales, économiques ou sanitaires. On se demande quelles seront les mesures mises en place par le gouvernement après ces 3 semaines de confinement pour réellement protéger la population. Merci beaucoup à Solène Dia pour ce témoignage depuis Mayotte. Madame la députée Audrey Dufeu-Schubert, est-ce que vous voulez nous dire un mot sur la situation particulière des Outre-mer? On le sait, historiquement sous-dotés en matière de santé et en particulier Mayotte, dont on connaît la situation évidemment très difficile. Oui, oui, je crois que réellement, en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait une vraie une solidarité pour tous les territoires de métropole, d'outre-mer. Le président de la République l'a annoncé l'autre jour. Il y a eu l'opération Résilience qui va se mettre en place pour que justement les choses se déploient et qu'il y ait de vrais renforts sanitaires qui se fassent en outre-mer. Je crois que c'est vraiment essentiel. Monsieur le maire Louisy, je vois une petite goutte de sueur sur votre front. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Je veux répondre que le conseil scientifique en lui-même a demandé de doubler les moyens qui sont actuellement existants au niveau de l'outre-mer pour nous permettre de sortir du cadre général. Parce que nous sommes sur des territoires insulaires. Nous sommes dans un système de santé qui n'a jamais fonctionné. Et ça, c'était la chronique d'une mort annoncée lorsqu'on regarde la situation sanitaire, que ce soit de Mayotte ou aux Antilles et même sur le plateau de l'Amazonien de Guyane. La situation de l'outre-mer pour se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas de rattraper un retard, on va nous parler de faire en sorte que les moyens soient doublés. Et si ces moyens doivent doubler, il faut que le législateur, que le gouvernement, que l'exécutif français mettent en place un véritable plan Marshall qui servira sur le plan hexagonal et qui servira doublement sur le plan de l'outre-mer. Parce qu'en outre-mer, nous avons 30 ans, 40 ans, 50 ans de retard sur le système de santé. Monsieur le maire, l'État aujourd'hui dans les... Monsieur le maire, c'est entendu. Je vois du côté de l'hôpital Avicenne, Géraldine, levez la main. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Merci beaucoup. Je comprends tout à fait l'analyse et j'y souscris. Je voulais insister sur ce qui a été évoqué
sur le fait qu'il y ait une gestion de proximité sur les territoires. Et comme vous l'avez bien dit, le mot essentiel derrière, c'est la précarité. Vous avez parlé de zones sous-dotées en termes de système de santé, de soins. En Seine-Saint-Denis, c'est le premier goulot d'étranglement dans la région qui fait que c'est les précarités, les conséquences majeures en fait sur la santé des individus donnent hélas un amplificateur à la crise. Et je trouve les témoignages essentiels pour comprendre que ces différents goulots d'étranglement étouffent notre système. Et si on ne comprend pas qu'il faut une gestion effectivement de proximité, de territoire, pour gérer la précarité dans sa globalité, eh bien, on va continuer à avoir des endroits où la crise se cristallise et c'est au détriment de la communauté nationale dans son ensemble. Madame la députée Audrey Dufeu-Schubert. Oui, sur sur les territoires, sur la gestion de proximité, on pourrait aussi faire écho à l'accompagnement des aînés, à l'accompagnement des personnes âgées qui, on le sait, sont au domicile, sont souvent isolés. Moi, je pense aussi beaucoup aux auxiliaires de vie, aux infirmières libérales. Et cette gestion en proximité, justement, s'il y avait un meilleur pacte territorial autour de la gestion des préoccupations de nos citoyens, que ça soit pour la santé, que ça soit pour le social, pour la précarité, comme le disait Géraldine Falgaron, je crois qu'on aurait réellement une autre vision, une autre manière de gérer la crise qui serait beaucoup plus transversale. Je vois depuis tout à l'heure notre citoyen Dieudonné qui veut prendre la parole. Dieudonné, c'est à toi. Oui, je voulais tout simplement dire que quand M. le maire parle de la situation à Guadeloupe, et lorsqu'on évoque la situation à Mayotte, exactement cela m'interpelle pour voir un peu ce qui se passe du côté africain. Parce que dans un pays comme le Cameroun, où tu ne peux pas faire un confinement, parce que les gens vivent au jour le jour, je ne sais pas comment, avec le Covid, les gens s'en sortiraient si jamais il y avait des morts par centaines comme ça se passe en France. Dans un pays où il n'y a pas de système sanitaire, où il n'y a que 50 lits de réanimation sur le plan national, je ne sais pas comment on peut. Dans un pays où le président de la République lui-même n'a même pas pris la parole depuis 2 mois, depuis que l'épidémie a commencé, alors qu'en France, le président Macron est à sa 4e prise de parole, le président Poilievre n'a même pas parlé. Tu vois, je dis qu'à Cameroun, on n'a que 14 morts du Covid, on a 800 cas détectés, on a environ 200 personnes qui sont dans les hôpitaux. Donc, par rapport au fait qu'il n'y a pas de structure sanitaire, par rapport au fait qu'il n'y a pas de prise en charge, on ne peut que prier pour que l'épidémie du Covid-19 n'arrive pas de ce côté. Mariam, je vous vois lever la main aussi. Vous vouliez. Oui. Alors, moi, je voudrais juste. Alors, moi, je suis franco-marocaine, donc je me satisfais aussi de la production au Maroc de masques et même commercialisés dans les grandes surfaces à bas prix. Pourquoi en France c'est pas possible? Faudra se poser la question de l'après éventuellement. Pourquoi on a délocalisé les productions en Chine? Par exemple, sur le territoire de l'agglomération de Cergy-Pontoise, il y a un site Facebook et puis une application qui se prénomme Confiné Solidaire, où des couturières des masques en tissu, des blouses, donc voilà, donc en fait il y a des groupes Facebook qui se créent par quartier pour éventuellement trouver des solutions entre nous sur la distribution alimentaire, sur passer des coups de téléphone aux personnes âgées. Ça, c'est quelque chose de positif et je pense que ce confinement aura réussi à éventuellement nous faire sortir de notre nombrilisme, de notre égoïsme. Et j'espère que dans le futur, on pourra se poser ces questions de solidarité, d'entraide, de fraternité qui font un petit peu partie de notre devise républicaine. En tout cas, voilà. Et puis, on parle de la santé de demain, mais en tant que citoyenne, je suis aussi patiente et on a tendance pour beaucoup de patients à aller pour un petit bobo, la bobologie aux urgences. Ça aussi, il faudra se poser la question de ne pas saturer les urgences. Nous, citoyens, il faut aussi qu'on prenne conscience que l'hôpital de demain, il va se construire avec nous, grâce à nous. Et c'est en agissant avec intelligence et responsabilité qu'on peut sauver l'hôpital de demain et le système de soins de demain. Voilà, faut pas être dans une logique de consommation à tout va. Voilà.
C'est entendu, Myriam. Merci d'avoir été aussi patiente. Tout à l'heure, Myriam parlait de la base et des actions de solidarité que les citoyens et citoyennes peuvent avoir chacun et chacune. Selon vous, alors, qu'est-ce que c'est la solution? Qu'est-ce que ce sera demain? Commençons avec… Et j'ajouterais, pardonne-moi, Raph, je me permets, j'aimerais bien savoir qui croit Emmanuel Macron quand il promet un plan massif pour l'hôpital. Qui croit que cette crise va signer la fin de l'austérité demain à l'hôpital? Yasmina Kettal, alors peut-être? Oui, alors sur la question du futur, effectivement, que l'hôpital récupère ses missions de service public, très clairement, par pouvoir soigner et être au service des besoins de la population et effectivement mettre en compte aussi toutes les problématiques de précarité, d'errance, de déserts médicaux qui justement altèrent la santé des concitoyens. Et en plus, on se rend bien compte du coup vis-à-vis de cette crise que cet hôpital, on l'aime, on a envie d'avoir un bien commun qui soit efficace et qui puisse prendre en charge, même dans des situations exceptionnelles, la population et puisse protéger, parce que c'est aussi un rempart et une protection. Merci beaucoup, Yasmina. Je vois quelqu'un d'autre qui s'impatiente. C'est notre cartooniste, Mikaya, pour notre conclusion. Et oui, comme on l'a vu, fatalement, on ne sait pas, mais il y aura un avant, un après coronavirus. Et si on doit rester un petit peu léger, pour certains, il y aura un avant le confinement et puis après, il y aura vraiment quelque chose qui aura changé. Oh là là, je suis désolé, Mikaya, tu aurais dû écrire pendant le confinement parce que je me reconnais dans le deuxième dessin, là. Et quand on va en sortir, on sera un peu comme ça. Ouais, ce sera pire, je pense. Oui. Pour finir sur une note un peu plus optimiste, on va dire, est-ce que, justement, on l'a évoqué, y aura-t-il une nouvelle société après le Covid-19? Alors quelqu'un qui dit, mais oui, dès que le virus de l'intolérance, du fanatisme, de la corruption, de l'avidité, de l'égoïsme et du matérialisme sera éradiqué. Il y a un peu de travail. Eh bien alors, c'est peut-être pas pour demain. C'est peut-être pas pour le 11 mai non plus. Je ne sais pas. On verra ça dans les semaines qui viennent, puisqu'on va se retrouver donc désormais, Rafale, chaque semaine pour un flash talk confiné où on va tenter de se projeter, d'imaginer le monde d'après. Pierre-André Juven, je vous vois lever le doigt. Je vous avoue qu'on n'a plus de temps normalement. Si vous pouvez faire très 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 court, je vous en serais extrêmement reconnaissante. Allez-y. Oui, j'avais envie de conclure moi aussi parce que vous posiez la question de si vous êtes intéressant ou pas de croire dans ce que disait le président de la République. Ce qu'il faut voir, c'est que l'année dernière, l'évolution des dépenses de santé qui ont été votées par le gouvernement et donc par le président de la République était de 2,3% par rapport à celle de l'année d'avant. C'est le 5e taux d'évolution le plus faible sur les 20 dernières années. Et il arrivait après 8 mois de manifestations des collectifs interurgences, interhôpitaux. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un grand revirement? C'est très, très, très peu probable et ce n'est pas des petites mesures par à-coup qui vont résoudre le problème de l'hôpital public. En fait, c'est faux, puisqu'en 2016, l'Ondam était de 1,7, 2017, il était de 2,1 et là, il est passé à 2,3. Donc, quand vous dites que c'est le taux le plus bas jamais voté, c'est gênant de finir sur ça. Voilà, c'était pour votre information. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous réécouterez, j'ai dit que c'était le 5e Ondam le plus bas voté depuis 20 ans, ce qui est exactement le cas. Et les 4 précédents étaient effectivement entre 2012 et 2017. Ah oui. D'accord, donc vous occultez juste la progression qui était normalement de 1,6 sur le gouvernement précédent lorsqu'il l'avait provisionné. C'est un peu raccourci et voire… je suis très surprise en fait de ces propos-là. Moi, qui du coup laisserait penser que le budget hospitalier n'a jamais été au plus bas, alors qu'au contraire, il a été clairement revalorisé, contrairement à ce qui avait été prévu. J'ai pas du tout dit que le budget hospitalier était le plus bas qu'il y ait jamais eu. C'est pas vrai. Donc, vous avez envie d'entendre ce que vous voulez. Les hospitaliers seront ravis d'apprendre que les moyens de l'hôpital public sont à la hauteur de leurs besoins. Est-ce que vous pourriez demander au gouvernement de laisser les commandes passer par les communes et payées par les communes, de ne pas les bloquer? Je suis à court de stock en termes d'équipement et j'ai écrit au préfet. Il n'y a pas de réponse. Oui. Depuis fin février, on a anticipé la crise, nous, au niveau des collectivités. J'ai mis en place un plan de gestion
Et aujourd'hui, on se retrouve à être bloqué parce que le gouvernement, l'État, bloque les commandes des collectivités territoriales. Les prix ont déjà doublé, sont en train de tripler. Je vous dis que les commandes que j'ai passées en janvier, aujourd'hui, là, pour passer au mois de mars, avril, les prix ont augmenté de 2,5, ont été multipliés par 2,5. Donc, on est dans un vrai scandale et on est en train de pénaliser les communes. Nous, on fait notre travail, nous. On a pris le devant. Je gère une crise Covid. Mais ne nous bloquez pas en faisant en sorte que notre personnel soit en manque d'équipement de protection individuelle. Demandez à l'État de laisser tranquille les commandes des communes. Je vais faire remonter Monsieur Louisy sur la situation de la Guadeloupe parce qu'en tout cas en métropole, ce n'est pas les consignes qui ont été passées. Parce qu'en fait, il y a des consignes par Monsieur Castaner qui ont été données pour que les élus locaux soient en visioconférence ou au téléphone au minimum une fois par semaine avec leur préfet pour avoir des échanges en direct. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce flash talk inédit, confiné. Rafale, on se retrouve très vite. Évidemment, la semaine prochaine, le débat lui continue sur les réseaux sociaux, #FlashTalk. Merci à toutes celles et tous ceux, les experts, les citoyens qui étaient avec nous au rendez-vous pour ce Flash Talk en mode confiné. Merci aussi à nos conjoints d'avoir filmé l'émission. Ma femme est juste derrière. On embrasse aussi Benoît du côté de chez Sonia. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On va se retrouver donc désormais chaque semaine pour des émissions spéciales confinement. En attendant, n'hésitez pas à réagir toujours avec le #FlashTalk sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Mm-hmm.